Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Canel au micro, une jeune maman qui habite au Gabon et qui, à la suite de l'annonce de sa grossesse, a vécu un harcèlement par un employeur abusif qui l'amènera en fait à venir accoucher en France. Je souhaite faire un petit aparté avant de démarrer cet épisode pour vous rappeler que si ça vous arrive, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par une association ou par un avocat. Ce genre de discrimination au travail ne devrait plus exister et elle est aujourd'hui malheureusement encore de monnaie courante. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Canel! Salut Cindy! Merci de vouloir témoigner sur le podcast. Écoute, je vais te proposer de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où tu habites et de qui est composée ta famille. Avec plaisir. Alors, moi c'est Canel. J'habite au Gabon en expatriation, à Libreville exactement, la capitale. Ma famille est composée de mon mari Kevin et de ma petite fille qui a 10 mois, Fauve. Je sais que ta famille est également multiculturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton background parental? Oui, bien sûr. Alors, mon père est français et ma mère, elle est moitié camerounaise et sa mère était de RDC, donc de République démocratique du Congo, parce qu'il y a deux Congos, il y a le Congo-Brazza et le Congo démocratique. Et donc, elle est de là-bas. Et donc, voilà, ça a fait mon mix. Et comment ils se sont rencontrés? Mon père, en fait, à l'époque, était aujourd'hui ce qu'on appelle VIE, mais avant, ça s'appelait VSN. Il faisait ses études d'ingénieur et il était en formation d'agronomie. Et en dernière année, il a fait son stage au Cameroun, où il a rencontré ma mère. Ils sont tombés amoureux. À l'époque, il avait 21 ans. Il était en 5e année d'école d'ingénieur. Il a eu son année, il est parti. Ma mère l'a suivi, donc il est parti avec ma mère en France pour valider son mémoire et tout. Et après, ils ont décidé, il a trouvé. Ma mère devait revenir au Cameroun parce que forcément toute sa famille était là. Donc il a décidé de trouver un VIE. Et c'est comme ça que la même société là où il avait fait son stage de fin d'études l'a pris. Donc toi, tu as grandi où? Tu as grandi au Cameroun ou tu as grandi en France? On va dire que jusqu'à mes 12 ans, j'ai fait 2 pays. J'ai fait le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et après, en fait, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, la fameuse guerre, là, on est parti. On a été rapatriés en France. Et à ce moment-là, moi, je suis restée en France parce qu'en plus, mes parents, après, ça allait plus trop, donc ils ont divorcé. Parce que la vie en expatriation, c'est assez, en tout cas en Afrique, c'est assez particulier. Donc du coup, mes parents ont fini par divorcer et ma mère nous a gardés en France. Et mon père est resté en Afrique. Et donc j'ai fait, si tu veux, un peu un aller-retour entre les différents pays où mon père a été muté ensuite, par la suite, et la France. Donc ce qui inclut le Ghana, le Sénégal. Tu démarres bien ta vie, entre guillemets, avec déjà un background très expatriation, quoi. Ouais. C'est ce qui a fait d'ailleurs que quand j'ai terminé mes études, je savais que je voulais, je savais où je voulais aller. Je savais que je voulais pas rester en France. Donc je cherchais, dès que j'ai terminé mes études, j'ai automatiquement cherché du travail à l'étranger parce que c'est cette vie-là que j'ai plus ou moins toujours connue et que je voulais garder. Alors du coup, c'est parfait comme transition parce que comment toi, tu as démarré ta propre expatriation? Alors, quand j'ai terminé mes études d'école de commerce, je voulais aller travailler au Japon. Et donc, j'avais appris le japonais et tout, et j'avais trouvé un VIE. Donc, j'ai suivi les traces de mon père, en fait, puisque c'est un peu la façon la plus simple, on va dire, de partir vivre à l'étranger. Et j'étais avec quelqu'un, voilà. Et finalement, cette personne avait un peu la même ambition que moi, sauf que pas dans le même pays. Donc, on avait un peu cette divergence-là et par amour, en fait, je l'ai suivi. Voilà, j'ai suivi, j'ai laissé tomber le Japon. Voilà, le Japon, et je l'ai suivi, lui, au Congo, Brazzaville. Au Congo? Ah oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a strictement rien à voir, je confirme. Mais alors, ça l'intéressait absolument pas d'aller au Japon? Pas du tout, parce que en fait, déjà, il faut savoir que la personne avec qui j'étais était une personne qui avait une vision du monde asiatique un peu biaisée. On peut pas leur en vouloir, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il faisait partie de ces personnes-là qui n'avaient pas envie d'aller voir ce que les autres faisaient. Mais ce qui est aussi très frustrant, je pense, pour les pays d'Asie, c'est l'amalgame à penser que tout est chinois, alors c'est que ça.
ne va pas dire à un Japonais qu'il est chinois. Enfin, je veux dire, Surtout pas. Qu'importe. Mais oui, et c'est tellement frustrant d'entendre oui, les Chinois. Mais non, enfin, je veux dire, l'Asie, c'est pas que la Chine, quoi. Donc, Mais ouais. c'est extrêmement frustrant cette mentalité. Franchement, je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'en fait, ils dissocient pas forcément et c'est pas bien en fait. C'est un peu comme, Ouais. par exemple, moi je prends mon exemple, c'est un peu comme on dit les gens qui vont dire les Africains. Tous les Africains ne Oui. sont pas pareils. Non, et puis l'Afrique, ça comprend le Maghreb, C'est ça ça. comprend l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Enfin, Bien ça n'a sûr. rien à voir. C'est ça, Ça c'est n'a rien à ça. voir. Donc du coup, c'est vrai que quand on n'est pas forcément très très ouvert d'esprit, on va dire, Oui. on fait vite l'amalgame et on met tout de suite des gens dans des catégories et on n'a Oui. pas envie. Et surtout quand on n'a pas envie de faire l'effort de connaître les autres. Donc du coup, c'est comme ça que moi Oui. j'ai dû, on va dire par amour à cette époque-là, j'ai décidé de ne pas aller au Japon et donc de le suivre lui au Congo. Donc j'y suis restée pendant 3 ans. C'est une expatriation que j'ai très mal vécue Mais oui, alors parce que tu t'étais retrouvé un VIE pour aller là-bas ou tu l'avais oui, juste oui, simplement suivi non, j'ai dû me trouver un VIE parce que c'était la condition sine qua non que mes parents acceptent que je parte. Parce que D'accord. il faut savoir que la personne avec qui j'étais, mes parents ne l'aimaient pas du tout. Donc j'ai un peu forcé les choses, on va dire. Donc j'ai trouvé Oui. un boulot, j'ai continué là-bas. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Alors j'ai fait 1 an et demi de VIE. La société pour laquelle j'ai bossé, ça me plaisait pas du tout. Je pense que j'ai choisi ce VIE-là parce que c'était un des seuls Oui, c'était la porte d'entrée pour aller c'est- là-bas, quoi. voilà, pour aller là-bas. Mais au final, non, parce qu'au final, c'était dans le secteur dans lequel je voulais travailler, mais on m'avait vendu quelque chose qui était pas ce que j'ai trouvé sur place. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que donc tu as fait ton VIE pendant 1 an et demi. Qu'est-ce que tu fais après? Tu restes Si tu veux, à la fin de mon VIE, je trouvais pas de boulot et puis bon, ça n'allait pas dans ma vie personnelle et j'ai dit bon ben je lâche tout, je m'en vais, je pars au Cameroun et comme j'ai des contacts là-bas, je vais chercher du boulot sur place. Et puis Ok. finalement, je suis arrivée et puis il y a quelqu'un qui était au Congo qui me connaissait par quelqu'un d'autre et qui m'a demandé de venir passer des entretiens pour un taf. Et donc c'est comme ça D'accord. que je suis revenue, que j'ai passé l'entretien, que ça s'est bien passé et qu'on m'a embauchée. Et au bout d'1 an et demi, je décide réellement en disant bon là c'est bon. Personnellement, on a testé 2 fois, ça va pas, on lâche l'affaire. Professionnellement, ce pays me fatigue, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de travailler avec des gens comme ça. Et je décide Ok. de partir et je décide de rentrer en France. Je me sens pas forcément bien dans le secteur où je suis. Pas dans le sens où Mhm. ça ne me plaît pas, mais dans le sens où je sentais qu'en fait, j'étais pas à ma place. Enfin, je faisais pas ce que je devais faire pour lequel j'étais faite. Je sais pas comment t'expliquer. Mais j'avais cette sensation, en fait, de ne pas être De heureuse perdre ton temps. de perdre mon temps. Malgré le fait que j'étais performante dans mon travail et que j'aimais mon travail, j'étais pas heureuse. Voilà. Et Ouais. donc, j'ai dit, dans ce cas, il faut que je trouve ma vocation. Et donc, je me suis inscrite dans une école de boulangerie et de pâtisserie. Et si tu veux, 3 semaines avant la rentrée, voilà, il y a encore quelque chose qui s'est passé. On va dire, la personne avec qui j'étais, que j'avais quitté, m'a suivie pour essayer de rabibocher les choses. Je n'étais pas pour. Et en même temps, j'ai eu une espèce de porte de sortie qui s'est créée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Air France avec qui je travaillais bien avant Mhm. et qui m'a dit bah écoute on connaît quelqu'un au Gabon qui a besoin d'une personne pour gérer son activité d'import-export. Est-ce que ça t'intéresserait? À ce moment-là, dans la folie de tout ce qui se passait, je me suis dit bah c'est ma porte de sortie, il faut que j'y aille. Ça va me permettre géographiquement de m'éloigner et puis je reviendrai plus forte, voilà. Ok. Et c'est comme ça que je suis partie au Gabon. Donc j'imagine que c'est là où tu rencontres ton futur conjoint. C'est ça. Et en fait, donc j'arrive au Gabon en septembre 2017. Je commence à travailler, ça se passe bien, je m'entends très bien, la société me plaît, mon travail me plaît beaucoup. Je redémarre une vie, quoi, on va dire. C'était plus cette relation, on va dire, toxique qui me brouillait un peu la vue et que là, vraiment, je commençais à revivre et que je commençais vraiment à profiter du potentiel, quoi, des choses. 8 mois après mon arrivée, je rencontre mon futur mari. Je le rencontre lors d'une soirée. La première fois que je le vois, je le supporte pas parce qu'il m'énerve.
J'avais beaucoup de mal avec sa manière d'être. Et puis, je le revois. Enfin, puis après, avec un ou deux verres dans le nez, on commence à discuter. Et puis, au final, je me rends compte qu'en grattant un peu, il est vachement intéressant. Ah oui, pour info, il m'a énervé parce qu'il savait pas cuire un steak. Voilà. Donc, Il y a pire comme défaut quand même, il y a pire. Hein. oui, non, mais Je te attends, trouve pas très indulgente. Hein. non, mais tu peux pas mettre un steak congelé sur une poêle quand même. Enfin, tu le décongèles à la base. Enfin bon. Mais je trouve ça très intéressant comme conversation en soirée en tout cas. Et en fait, voilà. Et après, on a fini par discuter et on s'est rendu compte qu'on travaillait dans le même secteur. Sauf que moi, j'étais dans l'aérien, lui, il était dans le maritime. Donc, on a eu pas mal de points d'accroche. Et puis, on s'est revus une semaine après. Et puis, à partir de ce moment-là, les choses sont allées assez vite. Donc, on a commencé à vivre ensemble au bout d'un mois, on va dire. Il a appris à cuisiner un steak. Même pas, parce que du coup, il adorait, il était bien, puisque moi, je faisais à manger tout le temps. Et comme j'aime bien faire ça, oui. bah, il mangeait bien. Donc, ça allait changer des boîtes de conserve. Il est expatrié comme toi ou il est... Kevin, il est expatrié comme moi. En fait, lui, ça faisait 5 ans qu'il était au Gabon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 8 mois, on a eu la surprise que je tombe enceinte. Waouh, rapide et efficace. Voilà. Donc, ça a été vraiment une... Alors moi, ce qui s'est passé, ça a été vraiment un accident parce que j'ai eu une double ovulation. C'est des choses qui arrivent parfois. Comment t'as fini par l'annoncer au papa alors? Et quelle a été sa réaction? Si tu veux, j'ai fait 4 tests pour être sûre que c'était vraiment vrai. Et puis quand j'ai fini par comprendre que c'était vrai, lui, il devait prendre un avion, donc il devait prendre Air France pour rentrer en France. Il partait en vacances, il partait pour aller fêter l'anniversaire d'un ami. Ils avaient loué une villa à Barcelone et tout. Et donc je dis il faut que je lui dise avant qu'il monte dans l'avion. Donc j'ai essayé pendant plusieurs heures. Quand il faisait sa valise, je tournais dans la maison, je lui disais. Alors j'ai commencé par lui dire. Alors imagine, t'as la pote d'une pote qui viendrait te dire qu'elle a un problème parce que, alors tu vois, je m'embrouillais parce que j'arrivais pas à sortir le truc. Et puis lui, il comprenait pas. Et puis il me dit, mais vas-y, mais crache, qu'est-ce que t'as à dire? Et puis je dis, non, mais rien, ça va. Ça fait combien de temps que tu sais que t'es enceinte et que t'es en train de tourner en rond? 48 heures. Oh, je sais pas comment t'as tenu 48 heures, mais ok, vas-y. Et donc du coup, je lui dis, donc il était avec sa valise en main, en train de sortir de l'appartement, et là je lui dis, je suis enceinte. Et là, il me regarde et il sourit, en fait. Et lui, en fait, il a eu une réaction que je m'attendais pas du tout qu'il ait. En fait. Ouais. Et quand on a décidé de la garder, il a fallu que j'annonce à mon employeur. Je m'entendais très bien avec elle. C'était une femme, mais vraiment très bien. Je mangeais avec elle, j'allais chez elle, on allait à la plage ensemble. Voilà, c'était vraiment quelqu'un. C'était mon point d'ancrage au Gabon. C'est elle qui m'avait fait venir. D'accord. Et un jour, si tu veux, je suis dans mon bureau et elle me dit, Canel, je trouve que t'as changé aujourd'hui. T'es pas enceinte? Et je dis, non. Parce que moi, je savais pas, j'avais encore mes règles, je savais pas que j'étais enceinte à cette époque pour D'accord. Et elle me dit, tu devrais quand même faire un test, parce que tu sais, on sait jamais, hein, moi j'ai quand même eu 4 enfants, machin. Et donc je lui dis, et c'est comme ça que j'ai fait le test en fait. Ouais. Et qu'il s'avérait que c'était vrai, et que j'en ai fait 4 et qu'il s'avérait que c'était vraiment vrai. Elle est intuitive la nana. Exactement. Et donc du coup, je dis, moi euphorique en fait, en me disant, c'est parti pour une aventure. On va voir, et puis je vais la partager avec elle. Donc t'es à combien de mois de grossesse quand tu vas aller l'annoncer à ton employeur? Il y a 2 mois. À 2 mois. Donc t'as pas attendu les 3 mois Non, parce qu'en fait, il faut l'annoncer le plus tôt possible. D'accord. Tu as 2 mois de grossesse et tu pars l'annoncer à ta mentor, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça, non? C'est ça, exactement. Et qui avait déjà 4 enfants? Et c'est ça, oui. D'accord. Et qui me dit, je lui dis, écoute, il s'avère que tu avais raison. Et elle rigole. Et elle dit, tu vois, je te l'avais dit. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, j'ai pas osé lui dire que j'avais décidé de le garder. J'ai dit, je réfléchis pour l'instant. Et donc, elle me dit, ok, réfléchis. Mais réfléchis bien, hein. Alors, je te dis texto ce qu'elle m'a dit. Mais réfléchis bien, hein, parce que tu sais, un enfant, c'est une charge. Oui, c'est vrai que c'est beau, mais voilà, ta vie, elle va changer. Voilà. Elle a commencé en fait un peu à m'expliquer que, en gros, ma vie serait plus jamais comme avant.
enfants, ce qui n'est pas faux, mais on va dire plus les mauvais côtés que les bons côtés. C'est étonnant comme discours. Et je vais chez le médecin et le gynéco me dit, bon, écoutez, vous avez un problème, votre col, il n'est pas bien fermé. Donc, j'avais encore des saignements, en fait, si tu veux. Et votre col n'est pas bien fermé, donc elle me prescrit un médicament. Elle me dit, il vous faut au moins 1 semaine de repos parce que, voilà, c'est votre première grossesse. Il faut pas la jouer. Oui, il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo. Et comme moi, j'avais un travail qui était très physique, donc du coup, elle m'a dit, il vous faut 1 semaine. Donc, j'arrive avec mon certificat médical et ma décision prise. Et j'explique que je vais garder le bébé et que bon, bah, malheureusement, en plus, j'ai des petites complications et que je vais devoir prendre 1 semaine d'arrêt. Et la réaction a été de prendre mon arrêt médical, de le donner à la DAF et elle a dit à la DAF, tu vois, je te l'avais dit, ça commence. 2 jours après, 2 jours après, je reviens pour travailler un peu. Après, je repars. Je reçois un appel de la contrôleuse de gestion qui me dit, Canel, écoute, il y a un problème, il y a des factures, on les retrouve pas. Tu sais, je t'en avais parlé en début d'année et effectivement, elle m'avait parlé à un moment de factures qu'elle retrouvait pas en compta, mais qui avaient été facturées par le fournisseur. Puis je sais pas, instinctivement, il y a un truc qui me dit, Canel, vas-y demain. Et donc je saisis mes factures et puis je vais voir la DRH pour lui dire, bon ben je serai là mardi. Et la DRH me dit, écoute, Canel, assieds-toi, il faut qu'on parle. Je dis oui. Elle me dit, bon, écoute, voilà, la direction voudrait aménager tes horaires. Je dis, mais pourquoi j'ai pas besoin qu'on aménage mes horaires, c'est juste que c'est juste un petit souci, là, comme ça, maintenant, mais ça va passer, je suis sous traitement. Oui, mais bon, tu comprends. Et il faut savoir qu'on commençait à être en crise dans le pays. En fait, il y avait une crise pétrolière parce que c'est un pays pétrolier, le Gabon. Et elle me dit, oui, voilà, tu sais, on a des problèmes de trésorerie. Voilà, on s'est dit que tu n'arriverais pas avec ta grossesse à gérer le boulot et on te fait une faveur. On peut te passer à mi-temps. Et j'ai dit, bah non, ça m'intéresse pas. Bah oui. J'ai dit ça. Et c'est pas parce que t'es enceinte que t'as pas tes capacités intellectuelles. Exactement. Surtout qu'en plus, voilà, j'allais juste plus être au bureau que sur le terrain, mais j'avais un très bon adjoint qui pouvait me remplacer sur le terrain. Donc j'ai dit mais non, en plus je vais former Rodi, voilà. Oui, mais c'est pas ça, voilà. C'est pour toi, c'est pour que tu te sentes à l'aise dans ta première grossesse. J'ai dit mais si vous mettez à mi-temps pour m'alléger, vous allez alléger mon salaire aussi. Elle me dit, bah oui, forcément, on va faire un nouveau contrat. Et j'ai dit, mais non, je fais pas de nouveau contrat. Mais c'est un contrat local que t'as. Oui, mais étant donné que j'avais un contrat local, elle m'avait quand même fait venir. Donc moi, j'avais dit, la seule condition, c'est que, ok, j'accepte d'avoir un contrat local assujetti au droit gabonais, mais avec les avantages d'un expatrié. D'accord. Si vous voulez pas me payer en euros, j'accepte, mais vous me payez mes charges, vous me payez mon loyer, vous machin, tout ça. Est-ce que c'est pas prématuré d'avoir cette conversation maintenant de changement de contrat et justement, si tu veux, c'est pas moi qui l'ai engagé cette conversation. C'est eux qui ont engagé cette conversation. Et c'est en fait à ce moment-là que quand je suis sortie du bureau et que j'ai appelé mon père pour lui dire, écoute, papa, voilà ce que on m'a dit et tout machin. Ils m'ont dit, est-ce qu'ils t'ont fait une proposition écrite? J'ai dit non. Ils ont dit, ok, c'est oral. Il m'a dit, donc tu vas leur répondre par écrit que tu refuses leur proposition. Parce que, attention, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de préparer ton licenciement. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Oui. Je m'entends très bien. S'il y a bien un truc que tu apprends dans ta vie professionnelle, c'est qu'il faut toujours tout mettre par écrit. Voilà. Donc, du coup, clair et net. il me dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, moi, je lui dis, c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Voyons. On se connaît trop bien. Oui, puis t'avais confiance en ta manager, quoi. Exactement. Ouais. J'ai dit, voilà, une femme peut pas faire ça à une femme. Elle a 4 enfants, exact. Oui. Mais tu t'en as, ce que les femmes, elles peuvent faire aux femmes, franchement, moi, j'ai appris maintenant. Mais, enfin, je crois que c'est parfois pire. Mais c'est ça. Vraiment. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, mon père me dit, bon, maintenant, tu te barricades juridiquement, tu vas rédiger une lettre où tu vas refuser et à l'écrit ce qu'ils ont proposé à l'oral. Et donc, je suis revenue le lendemain avec cette lettre. J'arrive dans le bureau de la DRH et je lui dis, bonjour, je suis venue par rapport à la proposition que vous m'avez fait hier, je vous ai fait une petite réponse par écrit, voilà, si vous pouvez juste accuser réception. Et elle me dit non. Elle me dit, moi, je t'ai fait aucune proposition. Je fais pardon? Elle me dit non, je t'ai fait aucune proposition.
J'ai dit, mais si, vous m'avez proposé que, voilà, par rapport à ma grossesse et tout, donc je vous ai juste fait un petit écrit, comme ça, au moins, les choses sont bien comme il faut. Mais j'y suis allée gentiment, quoi. Je suis même pas allée sur mes gardes. Oui. Et elle prend mon courrier, elle regarde et elle dit, non, moi, je peux pas signer ça parce que si je signe ça, ça veut dire que on sait que t'es enceinte. Bah oui, mais vous le savez, vu que... Ben justement, je dis, mais c'est vous qui êtes venu vers moi. Ah oui, mais non, mais nous, on sait pas que t'es enceinte. Et à ce moment-là, j'ai dit, ouh là 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 là. Et c'est là, en fait, si tu veux, que j'ai pris le train en pleine tronche et que j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Et là, elle me prend ma feuille, enfin mon courrier, elle le déchire et le met à la poubelle. Et elle sort un courrier qui était intitulé objet entretien préalable au licenciement. Mais alors, quelle était leur raison de te licencier? Parce que j'imagine que même si tu es en contrat local, il faut quand même Justifié, bien une sûr. erreur. Oui, Il faut oui, que tu aies une faute, voilà, une une faute. faute Et professionnelle. en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les motifs étaient abus de confiance, falsification de factures et un autre truc, non-respect du règlement intérieur. Ça a été ça qui est la base de leur dossier pour demander mon licenciement. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que ils ont mis, normalement, tu as 3 jours. Dans le droit gabonais, tu as 5 jours avant de donner au moment où tu donnes la convocation pour après faire l'entretien. 5 Ok. jours francs. Elle a réduit à 3 jours. Tu ne peux réduire qu'à 3 jours lorsque tu veux licencier pour faute grave. C'est-à-dire, en fait, donc un licenciement sans indemnité. Et si tu veux, moi, j'ai paniqué, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai vu une amie qui travaillait chez Deloitte, en droit Oui. du travail, et elle m'a dit attention Canel, là elle est en train de vouloir sortir les grands jeux, donc du coup je te donne le contact de quelqu'un à l'inspection du travail, tu y vas, tu vas le voir de ma part. Donc je D'accord. suis partie, elle m'a dit tu rédiges une lettre, tu expliques tout ce qui s'est passé et tu fais accuser la lettre par l'inspection du travail avant qu'ils aillent déposer le dossier. Et j'ai dit d'accord. Donc je vais et je tombe par hasard, et ça c'est un peu j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire, parce que je tombe par hasard sur le directeur de l'inspection du travail, Ok. qui, sans le savoir, en fait moi je le savais pas, mais quand je discute avec lui, prend mon dossier et il me dit mais mademoiselle, cette histoire, vous savez, elle me touche personnellement parce que ma femme a eu la même chose et elle est morte à l'accouchement tellement elle a été stressée par son employeur. Donc je vais vous aider et je vais vous dire, la première chose que vous allez faire là, vous allez faire un certificat de grossesse. Et vous allez le déposer, le faire accuser réception avant votre entretien préalable. Et j'ai dit, mais la DRH m'a expliqué que le certificat de grossesse, c'était pas avant 3 mois, parce qu'il fallait attendre les 3 mois pour être sûr que le fœtus était viable, ou je sais pas trop quoi. Il me Oui. dit, elle vous raconte n'importe quoi. Même à 1 jour, vous pouvez le faire. C'est parce qu'ils savaient dès le début qu'ils allaient vous licencier, qu'ils vous ont donné des fausses informations. Donc j'ai couru chez le médecin. Le médecin m'a fait mon certificat. Je suis allée le déposer, la DRH a refusé d'accuser réception. J'ai dit, bon, ok, si vous voulez jouer à ça, là, maintenant, je vais sortir les crocs. Je suis montée à la direction, je suis allée voir la secrétaire de direction qui ne savait rien du tout de cette histoire. Et je lui ai dit, ah, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux accuser réception? Voilà, c'est pour la DG. Et elle me dit, ok, pas de problème. Oh, mais mes Ok. félicitations, Canel et tout. Elle accuse réception. Et je repars avec mon Ok. courrier accusé de réception, que je mets dans le dossier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive 2 heures après en pleurs, en me disant, Canel, il faut que tu me rendes le courrier que je t'ai tamponné. On m'a mis une mise à pied et tout machin. J'ai dit non. Et là, je suis armée jusqu'aux dents. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma guerre contre ma direction. Et ça a duré mes 7 mois de grossesse. Ils t'ont mis des énormes bâtons dans les roues, mais ils ne t'ont pas licencié et ils ont conservé ton contrat? Alors, ils n'ont pas pu me licencier parce que, étant une femme enceinte, tu es protégée dans le droit gabonais comme en D'accord. France. Et comme j'avais déposé mon fameux certificat de grossesse, en fait, ils étaient obligés de demander une autorisation spéciale à l'inspection du travail pour pouvoir me licencier. Et donc, ça a extrêmement alourdi le process. C'est pour ça que dès le début, elle m'avait donné une fausse information en disant que le certificat de grossesse, elle n'en avait pas besoin. Parce que dès que je déposais ce papier, elle pouvait plus rien faire légal, enfin, elle pouvait plus rien faire en interne. Elle était obligée de passer par l'administration gabonaise. Alors, donc on va dire que c'est un début de grossesse assez stressant et fastidieux. Ouais. Et je pleurais beaucoup aussi. Franchement, je peux qu'imaginer. Enfin, c'est tellement stressant. Je sais même pas comment tu as réussi à joindre les deux bouts.
Bah, c'est très difficile quand tu viens dans un travail où tu as la peur au ventre qu'il t'arrive quoi que ce soit, parce qu'en plus, on est dans des pays très particuliers. C'est des pays, pour pas dire un peu dictatorial. Donc, quand tu connais la bonne personne, le bon commandant, le bon Oui, policier. un peu fourbe, un peu fourbe. Donc, moi, elle m'a menacé de m'envoyer au commissariat, elle a menacé de m'emprisonner, elle m'a accusé d'avoir détourné de l'argent de sa société alors que j'avais même pas accès à de l'argent. Donc, Incroyable. ah non, non, ça a été très, très dur. Ça a été très dur pour moi et je me suis rendu compte de la cruauté que les gens peuvent avoir Oui, quand, notamment une maman qui a quand même 4 enfants et qui fait ça à une exactement. première maman. Alors, comment se passe le reste de ton premier trimestre en parallèle de cet énorme stress au travail? Bah écoute, pendant au moins un mois, je subis des saignements, donc je reste sous traitement à cause du stress. Ouais, Au bout d'un moment, ça s'arrête. Je décide. Ah oui, donc au début, elle fait tout pour m'empêcher de sortir du territoire. Je devais aller présenter le futur papa de mon enfant à mon père. Donc on devait ouais, partir en vacances à Noël. Donc tout ça, ça se passe fin novembre, hein. Donc à Noël, je ouais, devais ouais. partir en vacances. Elle m'interdit strictement de sortir du territoire en me menaçant de m'emprisonner. Elle a le droit de faire ça? Officiellement, elle n'avait pas le droit de le faire, mais quand tu connais pas le pays dans lequel tu vis, les gens qui sont là et qui vivent peuvent te faire croire beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Mais Canel, t'as pas voulu prendre un avocat pour Si, je suis allée prendre un juste avocat. harcèlement moral et qu'elle arrête de t'embêter? Si, mais le problème de l'harcèlement moral au Gabon, c'est que c'est très difficile à prouver. C'est Oui, c'est très déjà difficile. difficile en France, alors Voilà. j'imagine C'est pas très difficile à ailleurs. prouver et donc mon avocate m'avait dit moi je peux rien faire pour vous. Je ne pourrai faire quelque chose pour vous que le jour où elle va vous licencier parce que ce sera un licenciement Oui. abusif et là on va partir en procédure. Vous allez gagner énormément d'argent, mais il faut être prête et savoir que ça va durer au moins 10 ans. Oui, puis c'était ta première expérience professionnelle où tu étais heureuse et la C'est ça, façon dont ça part parce que tu as décidé d'avoir un enfant, c'est quand même... c'est ça. Non, mais elle te poussait à bout pour que tu partes de toi-même, de Exactement. ton Et plein gré, hein. c'est là que j'ai compris elle voulait me pousser à bout pour que je démissionne. Sauf que je lui ai Oui. dit, ma pauvre, t'es pas tombée sur la bonne personne parce que moi, je vais être là jusqu'au bout. Et s'il faut, j'accoucherai dans mon bureau et c'est toi qui vas sortir l'enfant. Ah oui, et je lui ai dit, hein, je lui ai dit, il y a aucun problème. Et en fait, derrière, si tu veux, je m'étais déjà assurée. Et qu'au final, ce qui nous a départagé par hasard, l'inspection du travail est venue faire une inspection et s'est rendu compte en fait Mhm. et m'a appris à moi aussi qu'en fait j'avais jamais eu d'autorisation de travail parce que quand tu es étranger tu dois avoir une autorisation de travail qui justifie que un peu comme aux États-Unis qui justifie qu'un Gabonais ne peut pas faire le travail que tu fais. Mais je ne l'ai jamais, elle ne l'a jamais eu ce document et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle avait magouillé et qu'elle m'avait sorti une espèce de green card mais en payant quelqu'un. Donc c'était de la corruption. Et donc en fait, si tu veux, moi j'étais en porte-à-faux parce que je travaillais dans un pays sans avoir l'autorisation de travailler. Mais elle était encore plus en porte-à-faux Oui, en parce tant qu'en qu'employeur. en tant qu'employeur, parce qu'elle m'avait fait signer un contrat et je travaillais depuis tant de mois, enfin tant d'années, avec elle, alors que je n'avais pas le droit de travailler. Et elle m'avait obtenu un Oui, titre de séjour euh, sans en payant quelqu'un. en payant quelqu'un. Donc du coup, elle s'est retrouvée avec une amende à payer de 15 000 et quelques euros, je crois, à payer. Bah Et purée, moi, ouais. en fait, c'est ce qui nous a départagés. Et moi, en fait, le ministère m'a fait un courrier en disant, Madame, vous n'avez pas l'autorisation de travailler sur le territoire. Vous devez être rapatriée avec tous vos effets, votre famille, dans votre pays natal. Et c'est Oh comme ça purée. que Et t'étais à combien de mois de grossesse, là, pour ça? j'étais à 8 mois. Donc, elle était bloquée. Donc, finalement, en fait, c'est cette espèce de miracle, on va dire, pour elle et pour moi, parce que la situation commençait à vraiment être fatigante. Oui, que tu n'avais pas d'autorisation de Que travail au final, quoi. l'État s'est rendu compte que j'avais pas d'autorisation et qui lui a imposé de me rapatrier. Et donc c'est Ouais. comme ça qu'au final je suis partie. Donc j'ai reçu la lettre fin avril, Mhm. fin Oui, t'es avril, partie en mai. et je suis partie en mai parce que alors avec Kevin on s'est rendu compte que ça allait être le bordel puisque du coup je pourrais pas revenir sur le territoire puisque j'avais pas de justification pour revenir. Donc c'est là qu'on a décidé de se marier en Ce qui te France. permettait, à ton retour de France, de pouvoir retourner au Gabon avec lui. C'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, Et ça, pour que lui, Fauve ait son nom de famille. c'est ça. Et en fait, ça me D'accord. permettait d'avoir un titre de séjour aussi, puisque du coup, comme il était sous contrat D'accord. lui, il faisait Bah venir oui. sa famille et donc on avait nos visas. Alors, ok pour,
pour cette péripétie professionnelle. J'aimerais bien qu'on retourne sur le suivi de ta grossesse au Gabon. Et j'aimerais bien un peu que tu m'expliques comment toi, tu appréhendais d'accoucher au Gabon, quelles sont un peu les règles là-bas d'accouchement et comment s'est passé ton suivi de grossesse trimestre par trimestre globalement. Alors, mon suivi de grossesse s'est bien passé. Donc, tu as démarré avec des saignements, tu nous disais, ta grossesse. Oui. Comment ça s'est passé après ça? Après, ça s'est bien passé. Après, donc j'ai arrêté mon traitement. J'étais sous Progestan. En fait, c'est une espèce d'hormone qui te fait fermer le col, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai changé de gynéco en cours de route parce que je trouvais que ma gynécologue était, par rapport à ce que je vivais, était beaucoup trop fermée. Et des fois, je tombais en larmes dans son cabinet et elle me regardait avec des grands yeux écarquillés du genre, vous êtes assez grande, hein, pourquoi est-ce que vous tombez en larmes? Donc du coup, ouais, elle était pas vraiment cool. Du coup, j'ai changé de gynéco. Je suis allée vers une qu'on m'avait conseillée, qui était très bien. Enfin, c'était un médecin généraliste en fait, mais qui avait fait gynécologie, mais qui était pas gynécologue. D'accord. Donc elle m'a fait tout mon suivi. Elle était très sympathique. Comment déjà où est-ce que tu arrives en France et puis comment tu arrives à trouver un médecin, un hôpital, reprendre en gros ton suivi de grossesse depuis le début? Alors, en fait, j'avais ma tante qui essaye de faire une PMA et qui avait un très bon gynécologue qui était dans une nouvelle clinique à Toulouse, qui me dit, écoute, je vais t'avoir un rendez-vous parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous en France quand t'arrives comme ça. Donc, Oui. elle me prépare le rendez-vous 2 mois à l'avance. Donc, j'ai mon rendez-vous, je vais le voir. Il se rend compte que le suivi, il y a les 3/4 des trucs qu'on m'a pas fait. Donc, je pourrais plus te dire exactement, mais il y avait des analyses de sang qui m'ont pas faites. Il y avait il y avait pas mal de choses qui avaient pas été faites. Donc, du coup, il me refait tout depuis le début. C'est là où j'ai décidé d'allaiter. C'est là où j'ai décidé, plutôt que de donner le biberon, c'est là où j'ai décidé ce que j'allais faire, quoi. Comment est-ce que j'allais mettre en place l'arrivée de la petite. Donc, si tu veux, voilà, moi, je vois avec la sage-femme ce que je souhaite faire. Donc, au début, il était question que j'accouche par voie basse, mais de manière naturelle, sans péridurale. Je voulais vivre l'accouchement, voilà. Donc, ils avaient une salle exprès nature avec une piscine parce que je voulais accoucher dans l'eau. Et finalement, il se trouve que à un moment donné, je sais plus c'était quand, 3 semaines avant l'accouchement, la sage-femme me fait un toucher et elle se rend compte que mon col n'a pas bougé. Mais alors pas il ne s'est même pas ramolli d'un peu. Et elle dit, bon ben là, je pense qu'il y a un petit souci quand même. Donc je voudrais vous faire un scanner du bassin. Donc je fais faire le scanner du bassin et on se rend compte que la tête de la petite est supérieure en diamètre par rapport à la taille de mon bassin, si tu veux, pour passer. Et donc voilà, et on me dit, enfin supérieur de quoi, un demi-centimètre, quoi, un truc comme ça. Et donc du coup, on m'explique en gros que qu'il faut que je choisisse. Donc il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on teste la voix basse quand même, ou est-ce que... Et j'ai dit, non, moi je vais pas tester. C'est pas grave, on y va en césarienne. Le but c'est qu'elle arrive, quoi. Oui, et de mettre personne en danger. C'est ça. Oui. Et ce qui était bien aussi, paradoxalement, j'avais extrêmement peur de la douleur de l'accouchement, mais je voulais vivre l'accouchement. Donc au final, je me suis dit, c'est un peu arrivé comme un soulagement. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais faire une césarienne, tant mieux. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? J'étais un peu maso, quoi. Et donc, si tu veux, c'était aussi bien parce que Kevin était revenu au Gabon et lui, en fait, il avait besoin de poser des congés pour savoir quand est-ce qu'il pourrait être là pour l'accouchement. Donc du coup, lui, il a pris son vol, donc c'était prévu le 10 juillet. Il a pris son vol le vendredi, le 10 juillet, c'était un mercredi. Il a pris son vol le mardi soir, donc il y a 7 heures de vol. Il est arrivé à 6 heures du matin à Charles de Gaulle. Il a pris le vol pour Toulouse à 9 heures. Il est arrivé à 11 heures, le temps de sortir de l'aéroport. Il était midi, moi j'étais en salle de préparation et il est arrivé au moment où le médecin il allait commencer à ouvrir. Il est rentré dans la salle d'opération et il est resté avec moi. Just in time, quoi. Ouais. Si ça c'est pas de l'efficacité à être juste à l'heure, je sais pas. Et je pense que c'est bien. Il n'a pas perdu de temps. Et je pense que c'est bien la première fois de sa vie parce que mon mari c'est quelqu'un qui a du mal avec la ponctualité. Donc, entre le steak et l'heure.
Alors, comment se passe la rencontre avec Fauve? Écoute, très bien. Très bien, mais moi, étant donné que j'ai fait une césarienne, j'ai pas pu la garder Oui, avec t'étais un moi. peu dans les vapes. Voilà, donc moi, j'ai attendu 4 heures avant de la voir. Donc, c'est lui qui a fait le pot à pot pendant 2 heures avec elle. Et donc, Ok. ça se voit toujours maintenant, jusqu'à maintenant, puisque dès qu'il la prend, elle s'endort facilement, alors que moi, c'est toujours un peu la guerre pour l'endormir. Mais, euh, mais voilà, ça s'est très bien passé. Ma mère était là aussi, donc elle a pu rester dans la chambre avec mon mari pour voir la Ouais. petite, pendant que moi j'étais en train de me faire recoudre. Et puis après, je suis montée. Et alors, écoute, moi, la première fois que j'ai rencontré Fauve, ça a été bizarre. Ah bon? Ouais, ça a été. Enfin, j'étais heureuse, mais en même temps, je me disais, mais c'est quoi ce petit truc? Je me suis dit pareil. Mais qu'est-ce que c'est? C'est mon gamin, ça? Qu'est-ce que c'est? Mais ouais, tu vois, tu te dis, mais, mais il a l'air fragile, mais il va pas se casser. Mais du coup, on me disait, mais prenez-la dans les bras et tout. J'étais là, mais vous êtes sûr? Mais je vais lui faire mal, machin. Puis au final, après, ça s'est fait. Il a fallu que je lui donne la première tétée. Le premier jour, elle a bien pris le sein. Le deuxième jour, ça a été compliqué. Elle me faisait mal. Ouais. Mais je m'acharnais parce que je voulais pas du tout lui donner le biberon. Je sais pas, j'étais partie du principe que je voulais absolument pas lui donner de lait en poudre. Donc du coup, Ouais. je me battais contre vents et marées, et même si j'avais mal, j'y allais. Et ma mère était là, mais non, mais arrête, tu vas te faire mal et tout. Donne-lui un biberon. Aujourd'hui, il y a des biberons, il y a du lait en poudre et tout. Et donc à partir de là, ça a été un peu la guerre avec ma mère parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait que Faut je fasse. s'écouter. Voilà, Ouais. il y a beaucoup de choses qu'elle voulait que je fasse et que moi je voulais pas faire. Et finalement, ouais, j'ai finalement réussi. Et il y avait les sages-femmes. En fait, à un moment donné, c'est la pédiatre qui a commencé à me faire peur parce que Fauve n'arrivait pas à bien prendre le sein. Et elle me disait, Ouais. Donc, elle me prenait pas de poids. elle perd du Ouais. poids, vous devez lui donner à manger, mademoiselle, vous devez, et tout machin. Et donc, ils ont commencé un peu à s'énerver que je voulais pas lui donner le truc. Donc, j'ai forcé. Et donc, j'ai commencé à Mais tirer mon oui, lait. exactement. En fait, ça allait être ma question. Donc, en France, si tu as une volonté d'allaiter, est-ce qu'ils te proposent et que et que voilà, le démarrage est difficile, et je pense que le démarrage est globalement difficile pour tout le monde, sauf qu'ils te le disent pas. Ils te proposent un tire-lait ou ils te proposent directement le lait artificiel? Ils te proposent d'abord le lait artificiel. C'est Si incroyable. C'est incroyable. ouais, un petit biberon déjà autodosé, là, de 50 cc. Et si Ouais. maintenant tu dis non et que tu veux vraiment allaiter, tu demandes le tire-lait et là, ils te le donnent. Mais c'est incroyable qu'ils te proposent pas directement le tire-lait et après peut-être le lait artificiel. C'est insupportable. Et il y a toujours, parce que j'en parle avec des amies françaises qui me disent non mais le tire-lait, t'as vraiment d'être une vache à lait. Mais non, parce que si t'as la volonté de vouloir allaiter, c'est le Bien seul sûr. truc qui va pouvoir potentiellement te conserver ton allaitement. Donc non, va avec le tire-lait. Ben, c'est clair. Et donc, du coup, eux, leur tire-lait, ils me faisaient un peu mal. Ouais. Mais pourtant, c'était une machine de compète parce que le truc, je pense que si j'avais continué, j'aurais pu être en tire-allaitement exclusif. Oui. Mais donc, du coup, j'ai pris mon Medela que j'avais mis dans ma valise. Et donc, j'ai commencé à tirer avec mon Medela. Et c'est comme ça mais ça a été dur au début, hein, de Ouais. tirer parce que fallait se lever, Et puis j'ai commencé à prendre l'habitude et j'ai commencé à faire mon stock et machin. Ouais. Et en fait, ma mère, ça lui faisait peur parce qu'il y a des fois, je me réveillais pas pour tirer, donc il y avait pas de lait. Ouais. Et le bébé, elle allait se réveiller, elle allait commencer à pleurer. Du coup, ma mère, elle commençait à s'énerver. Ouais, tu vas pas lui donner, il faut lui donner du lait en poudre, donne-lui un biberon en même temps que tu tires et tout. Et moi, j'étais là, mais non, je vais tirer, c'est bon. Elle me dit, mais tu te réveilles pas à l'heure et tout, c'est le bébé d'abord, c'est pas toi, non. Donc c'était très compliqué. C'était très compliqué. Parce que moi, j'ai fait les 3 premiers mois de la petite avec ma mère. Mon mari, il n'était pas là. Ta mère à côté, Il est resté au Gabon. Ouais, ma mère était là. Donc, du coup, c'était assez éprouvant. Même si elle m'a beaucoup aidée. Mais on avait une différence de point de vue qui était assez marquant. Alors, je pense que ça peut être une bonne question pour les gens qui nous écoutent. Comment tu gères ta mère? Alors, Si vous voyez tu pas gères les pas. choses de la même manière, comment tu gères ta mère? Au début, tu essayes de gérer. Après, ça finit par t'énerver. Vous finissez par vous prendre la tête. Et puis à la fin, en fait, tu gères pas, tu laisses tomber. Moi, je la laisse parler. Je lui dis oui. Et puis, Ouais.
Et puis après, je lui montre par A plus B. C'est comme les couches lavables, par exemple. Tu vois, j'ai décidé d'utiliser que des couches lavables avec la petite. Ouais. Et ma mère, alors ça, c'est un truc qu'elle a pas compris. Elle a vraiment pas compris. Elle dit, mais t'es une grande malade. Il y a des pampers aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais en plus, ici, le paquet de couches, il est 2 fois, 3 fois le prix d'en France. Donc, merci pour le budget, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est pas forcément des couches qui sont faites dans des pays avec des normes, machin. Donc, c'est importé, on sait pas d'où. Donc, voilà, moi, j'ai pas envie. Ça a été compliqué sur 2 points. Ça a été les couches lavables et l'allaitement. Ça a été la guerre pendant... Ah oui, non, ça a été... Mais c'est bien que tu te sois fait force. Ouais. Et Kevin, il avait pu prendre un congé parental ou pas? Alors au Gabon, c'est 3 jours. Donc 3 jours? Du coup, il les a pas pris. Il les a pas pris. Il les a pris seulement pour venir me chercher, pour qu'on puisse repartir ensemble. D'accord. Pour pas que je voyage seule avec la petite. Oui. Combien de temps tu restes en France avant de retourner au Gabon? Techniquement, la compagnie aérienne te dit qu'il faut attendre au moins 2 semaines pour l'enfant. J'ai préféré rester en France parce que, je sais pas, intérieurement, j'avais plus confiance dans les médecins en France que s'il y avait un problème. Donc j'ai préféré attendre et surtout j'ai préféré attendre parce que je voulais absolument qu'elle fasse la tuberculose, le BCG. Ce qui n'est plus obligatoire maintenant en France, mais moi je voulais qu'elle fasse parce qu'en Afrique ça existe encore, la tuberculose, il y en a pas mal. D'accord. On est reparti au mois d'octobre. Donc je suis partie exactement le 4 octobre. Elle allait avoir 3 mois. D'accord. Alors tu retournes au Gabon et est-ce que tu reprends une activité professionnelle ou comment ça se passe maintenant avec ton ancien employeur? Au début, je me dis en rentrant que j'ai été vaccinée du monde du travail et que je vais pas me remettre à travailler. Non, clairement. J'ai une espèce de phobie en fait d'aller chercher du travail, d'être à la merci d'un employeur et finalement c'est un ami que je connaissais bien qui me dit écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un, vraiment je sais ce que tu as vécu, ça arrivera pas avec moi, est-ce que tu veux bien venir travailler pour moi? Et je lui ai dit oui, mais je fais un CDD de 6 mois et puis si ça me plaît pas, je me casse. D'accord. Et puis du coup, ça m'a obligée à trouver une nounou parce qu'au début, c'est moi qui restais à la maison et finalement, j'ai trouvé une nounou qui était là, donc qui est là toute la journée. Okay. Parce que ici, il y a pas vraiment de crèche à proprement parler comme en France. Il y en a, ça existe, mais en fait, c'est des gens qui font des crèches à domicile. Comment t'as trouvé ta nounou alors? J'ai trouvé par le bouche à oreille, en fait, entre expats, ils ont un espèce de réseau, quoi. Et puis, tu dis, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc, du jour au lendemain, on te trouve quelqu'un qui a déjà travaillé avec des expatriés et tout. Donc, tu as repris une activité professionnelle qui est dans l'export, import-export ou qui n'a rien à qui voir? était toujours toujours dans la logistique. Et puis après, en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé, là, au mois de janvier. Fin mars, ils m'ont dit c'est pas qu'on veut plus travailler avec toi, mais c'est que on a des problèmes de trésor, il y a plus d'importation, Covid, tout est fermé, machin. Oui. Je dis il y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de travailler, que je suis restée à la maison. Ma mère était là. Puis j'ai réfléchi. Puis à chaque fois, ça me revenait toujours à la tête cette histoire de pâtisserie. Et je me suis dit faut que j'y aille, quoi, parce que si ça fait des années que j'y pense, je me dis c'est maintenant ou jamais. Et j'ai commencé. Et tant mieux, j'ai commencé parce que ça marche bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Parce que je sais que tu as toujours voulu aller au Japon. Est-ce qu'on te souhaite une expatriation au Japon? Pourquoi pas, hein. Ils mangent des beignets là-bas et des donuts. Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on aille faire un tour peut-être en Asie, mais peut-être pas au Japon, mais en Asie, j'aimerais bien voir. C'est un continent que j'aimerais bien voir, ouais. Ou la Norvège. Franchement, j'aime bien la Norvège. Tout. Écoute, Canel, je te remercie en tout cas d'avoir voulu apporter ton témoignage au podcast. J'espère que ça va aider tout du moins plein de femmes qui ont peur à l'approche de l'annonce de leur grossesse à leur employeur. J'espère vraiment que ça va les aider. En tout cas, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut prendre un deuxième avis et puis même s'ils essayent de faire peur, il faut pas lâcher. Merci pour nous. Et puis écoute, je te souhaite tout plein de belles choses pour la suite et merci beaucoup d'avoir voulu participer au podcast.
De rien. Et merci à toi aussi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!